la reprise du sport. C'est un sujet qui a ses tendances en période de rentrée scolaire, au mois de septembre, et c'est un sujet qui vient avec son lot de problèmes. Un des problèmes qui est le plus courant, c'est j'ai pas envie, je manque de motivation, et ce n'est pas le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et ouais, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt un deuxième problème qui est j'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule, et du coup j'ai peur de me blesser, j'ai peur d'y aller trop vite, je sais pas trop comment m'y prendre pour y aller en douceur. Et ça, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc je vais vous donner quelle est, selon moi, la recette gagnante pour reprendre le sport, quel qu'il soit, en douceur, pour se sentir bien dans son corps et pour éviter de se blesser. Pour en fait retourner à un état où on est capable d'être performant, qu'on est capable d'être athlétique sans se blesser. Parce qu'effectivement, la majorité des gens qui disent je vais me remettre au sport, parfois elles n'ont pas fait de sport pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe. Et ça vient souvent avec son lot de sédentarité. Et qui dit sédentarité, et très souvent aussi une mauvaise ergonomie au travail ou à la maison, ou etc., dit mauvaise posture, dit je commence à avoir mal par-ci par-là dans le corps. Donc effectivement, quand on est dans cet état-là, plus potentiellement les problèmes digestifs, la fatigue, des choses comme ça, beaucoup de personnes n'ont pas envie de faire du sport. Donc ça peut jouer sur la motivation, mais ça peut aussi jouer sur une crainte légitime de se faire mal. Ou parfois il y a un petit peu la honte de se dire je vais pas être aussi bon qu'avant. Évidemment, si on a arrêté pendant 20 ans, on va pas être aussi bon qu'avant, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, parce que bien évidemment, si la seule façon de garder la forme, c'est de continuer une activité sportive. Si je ne fais rien et que j'utilise l'excuse que je suis plus aussi bon qu'avant, du coup je vais continuer de décliner, de m'affaiblir avec le temps. Donc, d'où l'intérêt de cette recette gagnante, donc en 4 étapes, qui vous donne vraiment la démarche pour prendre soin de son corps, pour progressivement le faire bouger, et le tout en douceur, même si vous êtes fatigué, même si vous avez mal au ventre, même si vous avez mal au dos, etc. Bien entendu, ça ne sera pas aussi approfondi qu'un suivi clinique en privé où j'ai vraiment une personne devant moi, mais je vais vous donner pas mal d'éléments que vous pouvez faire vous-même. Et avant ça, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Ça va prendre longtemps, mais c'est juste pour déjà que vous en sachiez un peu plus sur d'où je viens, et que je pense que certains vont se reconnaître. Donc moi, quand j'étais petit, quasiment les 20 premières années de ma vie, je détestais bouger. J'aimais pas le sport, j'aimais pas aller dehors. Ce que je voulais, c'était juste rester à l'intérieur et jouer aux jeux vidéo, rester sur l'ordinateur. Alors, j'ai fait quelques sports à droite à gauche en club, j'ai fait pas mal de taekwondo parce que je trouvais ça cool, mais même en club, ça restait 1 fois par semaine, en général. Peut-être 2 fois de temps en temps, mais souvent 1 fois par semaine. Donc forcément, 2 heures de sport 1 fois par semaine ne viennent pas compenser pour une semaine de sédentarité. Mais j'étais petit. Donc c'est vers l'âge de 20 ans que j'ai commencé à vraiment me mettre au sport, à me renseigner, à me lancer sur le chemin du bien-être. Et donc comme tout le monde, j'allais sur Internet pour me renseigner. Et un des soucis avec Internet, et un des soucis avec les réseaux sociaux en particulier, c'est que quand on recherche par exemple, je sais pas, comment se muscler. Pour les hommes, c'est voilà, je veux avoir des gros bras, je veux avoir des gros pectoraux. Peu importe ce qu'on cherche, très souvent, c'est les sujets, c'est les méthodes et les exercices les plus sexy qui vont apparaître en premier. Et donc sur lesquels on est les plus susceptibles de cliquer. Tout simplement parce que si c'est sexy, c'est attrayant. Quand je dis sexy,
c'est des exercices quand on voit, on fait « Ah ouais, c'est cool » ou « J'ai envie de faire pareil ». C'est attrayant et du coup, bah, nécessairement, ça attire plus de vues, plus de clics. Et le problème avec ça, c'est que c'est pas représentatif de la réalité. C'est-à-dire que la plupart des exercices que je vais qualifier de sexy, hein, donc vous savez de quoi je parle maintenant, c'est des exercices où, ou bien, si c'est la salle de sport, je vais soulever très lourd, ou bien c'est des exercices qui sont extrêmement techniques, et du coup c'est impressionnant de les voir, ou alors, très souvent, c'est des exercices où il y a de l'explosivité. Donc par exemple, je saute, je change de direction. Si c'est un sport type le volley, bah, on va voir le ralenti de quelqu'un qui change de direction, qui fait des mouvements incroyables. Et donc tout ça, c'est des mouvements, on se dit « Waouh, c'est classe ». Et le souci, c'est qu'on a un cortex préfrontal. En d'autres termes, on a un cerveau plus développé que les autres animaux, je vous apprends rien, et on a tout un tas de programmes inconscients qui tournent en arrière-plan. Et parmi ces programmes inconscients, on a le désir profond d'appartenir à une tribu. C'est lié à notre survie, c'est un autre sujet, mais on veut toujours appartenir à une tribu. Et notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on voit sur l'écran et les personnes autour de nous. Donc si on voit des choses cool à l'écran et qu'on regarde plusieurs vidéos comme je l'ai fait, je l'ai regardé beaucoup, on va se dire, ça c'est ma nouvelle tribu, j'ai envie d'appartenir à cette tribu, donc j'ai envie de faire pareil qu'eux. Et ça m'a mené à essayer de pratiquer certains mouvements qui étaient cool, à soulever lourd parce que c'était cool, etc. Et donc sur le papier, quand on n'arrivait pas à voir un petit peu à lire entre les lignes, on me regardait, quand j'avais 20 ans, dans ces eaux-là, et on voyait que voilà, je faisais du sport, je mangeais bien, je faisais de la méditation, etc. etc. Et pourtant, j'avais tout le temps mal au ventre, quasiment, j'étais ballonné, j'avais mal au dos en passant l'aspirateur, j'avais mal au coude en faisant la vaisselle, etc. Et pendant longtemps, j'étais confus. Je ne comprenais pas pourquoi. Et donc je retournais sur YouTube, ou peu importe, sur Internet, et du coup je regardais, bah, si c'était pas la première vidéo, je regardais la deuxième. Et la deuxième était un peu différente, mais ça restait des exercices sexy. Ou alors j'entendais quelqu'un qui disait, bah faut pousser plus fort. Ou faut faire comme ci, et comme ça. Et là où je veux en venir, c'est que ce qu'on voit sur Internet, et en particulier sur les réseaux sociaux, mais c'est tout à fait valable sur YouTube, c'est les choses qui sont cool, mais c'est pas forcément les choses qui sont applicables à nous aujourd'hui, à notre cas actuel. Et c'était certainement mon cas. Et c'est tout simplement parce que la plupart de ces exercices sont les étapes 3 et 4 de cette recette gagnante, en 4 étapes. Et en fait, ça ignore complètement les 2 premières étapes. Donc c'était pour vous donner un peu de contexte. Donc aujourd'hui, ça se trouve, vous n'êtes pas du tout comme ça, c'est juste que vous vous êtes arrêté pendant longtemps. Mais quand on reste, une fois de plus, sédentaire pendant un moment, qu'on a une ergonomie qui n'est pas idéale, ce qui est le cas quasiment tout le temps, là je suis assis dans un canapé, c'est pas idéal. Très souvent, quand on est assis au bureau, c'est pas idéal, même si on peut avoir un bureau avec une ergonomie vraiment bien, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Et du coup, forcément, bah, le corps, il s'adapte, il s'affaiblit, on a des raideurs, on a des douleurs à droite à gauche, très souvent on est stressé, donc on a des problèmes de digestion, et la digestion, je vais en parler un petit peu, influence les étapes 1 et 2, etc. etc. Donc, quelles sont les étapes pour reprendre le sport en douceur et faire en sorte qu'on se sente bien dans son corps, qu'on réduise le risque de blessure, et qu'on retourne à un certain niveau de performance le plus vite possible. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne devient pas performant plus vite
si on passe à l'étape 3 ou 4 tout de suite. Parce que ce qui va se passer, c'est, ok, on va entraîner immédiatement la performance, l'explosivité, tout ça, mais on n'a pas la base, on n'a pas les fondations, et du coup, au bout d'un moment, ça va s'écrouler, du coup, on va se blesser, du coup, on doit se reposer, du coup, on part en arrière. Donc au final, on a perdu du temps. Donc c'est pour ça que je blague assez souvent. C'est pas que pour le sport, mais c'est pour beaucoup de choses. La meilleure façon d'arriver à son objectif, c'est de ne pas chercher de raccourcis, en fait. C'est pareil pour la perte de poids, c'est pareil pour les soucis digestifs, etc. C'est pas une plante qui va résoudre mes problèmes digestifs à tout jamais. Les problèmes digestifs, je prends juste cet exemple-là, ce n'est pas une carence en plante. Donc, quelles sont les 4 étapes? Première étape, flexibilité ou souplesse. Deuxième étape, stabilité. Troisième étape, force. Quatrième étape, puissance ou explosivité. On appelle ça de la puissance d'un point de vue physique, mais on va dire explosivité parce que ça parle à plus de monde. Donc commençons avec la flexibilité. La flexibilité, j'en ai un petit peu parlé, même beaucoup parlé je crois, dans une vidéo précédente. Et l'intérêt de la flexibilité, il y en a plusieurs. Bien entendu, on veut restaurer une bonne posture. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise posture, ce n'est pas une posture qui est efficace en termes de mouvement, efficiente, si vous voulez. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, désolé pour ceux qui écoutent en audio, parce que je vais le montrer en vidéo, mais vous pouvez le faire en audio, je vais le décrire. Si vous vous voûtez, donc vous faites le dos rond, en étant assis, essayez de tourner le buste le plus à gauche possible, et le plus à droite possible. Et prenez note de jusqu'où vous pouvez aller. Ok? Donc ça, c'est votre amplitude de mouvement en étant voûté, donc avec une mauvaise posture. Maintenant, asseyez-vous droit, donc le dos droit, et faites la même chose. Vous tournez le plus à gauche possible et le plus à droite possible. Ce que vous allez remarquer, c'est que vous pouvez aller beaucoup plus loin avec une bonne posture. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites une activité qui nécessite de la rotation, quasiment tous les sports ont besoin de rotation, le golf, c'est un exemple parfait. Si j'ai une mauvaise posture, comme malheureusement beaucoup de gens qui font du golf, et que je fais des swings qui nécessitent une rotation énorme, eh bien, non seulement je vais réduire mon amplitude de mouvement, donc je vais réduire la puissance de mon swing, je vais, et ça s'applique à tous les sports, mais je vous donne un exemple qui est simple à comprendre, je vais potentiellement créer des compensations pour essayer de tourner plus loin, parce que comme ma cage thoracique ne tourne plus, je vais compenser avec mon épaule, avec plein de choses, du coup je vais potentiellement me blesser l'épaule, et surtout je vais rendre le mouvement plus compliqué qu'il n'a à être, et donc potentiellement réduire ma précision, etc. Donc, l'intérêt de la flexibilité, c'est de restaurer une bonne posture, et c'est également de restaurer ce qu'on appelle l'axe instantané de rotation d'une articulation. Donc, c'est un mot barbare, ça vient de la physique de la mécanique classique, en physique, qui est une branche de la physique. Et pour faire simple, si vous visualisez un os dans son articulation, donc dans une sorte de capsule, ce qu'on veut, idéalement, c'est que l'os soit au milieu de l'articulation, pour qu'il puisse bouger dans tous les sens de manière libre et fluide. Si j'ai un problème de flexibilité ou de souplesse, en général, il y a un côté de l'articulation où c'est plus raide, et le côté opposé où c'est plus lâche. Et du coup, ça fait que l'os n'est plus au centre de l'articulation, mais il est excentré, donc il va être plus proche du bord, d'un bord. Et ça fait que, déjà, on va limiter l'amplitude, comme je viens de montrer avec la rotation de la cage thoracique en étant voûté.
Mais c'est pas tout. Ce que ça va faire, c'est que le cerveau, il va s'en rendre compte. Le cerveau, il a des mécanorécepteurs un peu partout. C'est des capteurs qui peuvent savoir où sont les os, les tendons, les ligaments, dans l'espace, où est-ce qu'ils sont. Et le cerveau, il va dire, ah, c'est pas au bon endroit, donc on risque de se blesser si on fait n'importe quoi. Et ce qui risque de se passer, c'est que, comme le cerveau a remarqué que ce n'était pas en place, il va réduire notre performance. Il va nous empêcher d'accéder à toute notre force, à tout notre potentiel musculaire, parce que ça signifierait qu'on risque de se blesser. Donc l'intérêt de la flexibilité, c'est non seulement une question de posture, et qui dit posture dit respiration, digestion, tout un tas de choses. Je ne vais pas trop dans les détails pour ne pas vous submerger d'informations, mais il y a beaucoup d'implications derrière. Mais c'est aussi, l'intérêt, c'est de restaurer l'axe instantané de rotation de toutes les articulations du corps pour que on réduise les chances de blessure et pour que le cerveau se dise « Ah, maintenant l'os il est bien au milieu de l'articulation, donc on peut se permettre d'exploiter notre force un peu plus parce que l'articulation elle est au bon endroit, elle est en sécurité. » Et vous voyez que le fait que l'articulation soit bien placée, que l'os soit bien au milieu, est le prérequis pour créer de la stabilité. Parce que si, qui est l'étape numéro 2, si l'articulation n'est pas au bon endroit, nécessairement je ne peux pas avoir de stabilité. Parce qu'il va y avoir une moitié des muscles qui sont trop raides, qui sont trop tendus, qui ont trop de tonus. L'autre moitié, ils sont trop lâches, ils sont trop mous, ils sont trop faibles. Donc, d'où l'intérêt de faire de la flexibilité. Comment on fait? Eh bien, on s'étire. Comment on fait ça? Déjà, règle numéro 1, on n'étire pas ce qui n'est pas raide, on étire uniquement ce qui est raide. Et s'il y a un côté du corps qui est plus raide que l'autre, on étire le côté plus raide un peu plus. Parce que le plus stressant pour le corps, c'est d'avoir une asymétrie gauche-droite. Si les deux côtés sont raides ou les deux côtés sont lâches, ça va. Mais si j'ai un côté qui est lâche et un côté qui est très raide, là, ça peut causer plus de problèmes. Donc on veut toujours aller vers l'équilibre et toujours n'étirer que les muscles qui en ont besoin. Alors, je n'ai pas encore à ce jour de guide pour les étirements. Si c'est une demande qui est populaire, je prendrai le temps de filmer quelques étirements qui sont vraiment, vraiment utiles. Mais quelques règles générales. Il y a plusieurs types d'étirements. Les étirements auxquels on a tendance à penser, à savoir les étirements longs, un peu type yoga, bien qu'il y ait plusieurs types de yoga, mais les étirements longs, c'est à éviter avant l'activité sportive. Donc ça, c'est plutôt à faire le soir, avant de dormir, pour qu'on puisse dormir, se reposer avec les muscles de longueur optimisée, si vous voulez. Et avant l'activité, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle, j'en ai parlé avant, je sais que je me répète un petit peu pour ceux qui ont écouté, je suis navré. On peut faire ce qu'on appelle une technique, c'est de la facilitation. Attendez que je dise pas de bêtises. Je traduis de l'anglais. Facilitation neuromusculaire proprioceptive. Et ça, c'est tout simplement, je vais dans une position. Donc disons, je m'étire le muscle pectoral droit, le petit pectoral, disons. J'ouvre au maximum. Je sens que je ne peux pas aller plus loin. Et ce que je vais faire, disons que je suis contre un mur, je vais contracter ce muscle en poussant mon coude contre le mur, sans bouger. C'est-à-dire que le mur me bloque, je contracte, mais ça ne bouge pas. C'est ce qu'on appelle une contraction isométrique, donc sans mouvement. Donc je contracte pendant 5 secondes, et je vais relâcher, et ça devrait me permettre d'aller plus loin dans l'étirement, et je vais plus loin, je me détends pendant 5 autres secondes. Et je peux faire ça 3 à 5 fois. Et ça, comme ce n'est pas un étirement long, je peux le faire avant l'effort, parce que ça ne va pas augmenter le risque de blessure. Je ne vais pas expliquer tout le mécanisme, parce que c'est compliqué, mais c'est une règle générale à savoir.
Donc si j'avais quelqu'un en face de moi qui n'a pas fait de sport depuis longtemps et qui aimerait en refaire, mais qui a peur de se blesser, ou qui a un petit peu mal par-ci par-là, je commencerai avec des étirements appropriés à cette personne, marcher, hein, juste se promener, pour commencer à bouger, à travailler un petit peu le cardio, et je dirais marche en respirant uniquement par le nez, jamais par la bouche. Je ne vais pas expliquer pourquoi là, mais c'est un détail qui a son importance. Donc marcher, s'étirer et éventuellement, en général je le recommande à quasiment tout le monde, mais éventuellement faire du tai chi ou du qigong pour recharger ses batteries, pour réduire le stress, pour potentiellement améliorer la digestion, toutes ces choses-là. Donc ça c'est vraiment étape 1, mobilisation, étirement, promener et recharger les batteries avec du tai chi ou du qigong. Étape 2, ça va être travailler la stabilité. Alors on peut faire étape 1 et 2 un petit peu en même temps, même si bon, j'aimerais commencer avec peut-être 1 ou 2 semaines uniquement d'étirement, comme je viens de le décrire. Étape 2, c'est stabilité, c'est m'assurer que mes muscles sont capables de maintenir l'articulation en place pendant le mouvement. Donc ça nécessite de faire des petits exercices où je reste dans une certaine position pendant longtemps, ou bien des exercices dynamiques où je dois par exemple garder la colonne vertébrale parfaitement en place. Donc par exemple, je vais reprendre l'exemple du golf parce que tout le monde sait à peu près à quoi ça ressemble. Pour faire un swing, il faut que je me penche en avant. Donc déjà, si je n'ai pas la flexibilité dans mes ischio-jambiers, donc c'est l'arrière des cuisses, pour me pencher en avant, vu qu'ils sont raides, je vais devoir avoir le dos rond. Ce qui va, comme je l'ai décrit avant, compromettre la rotation. Un exemple d'exercice de stabilité pour quelqu'un qui veut faire du golf, ça serait juste garder le dos parfaitement droit en faisant des petits swings. Donc pas en tapant à fond, mais juste des va-et-vient, des petits swings. Et garder donc le dos parfaitement en place. Et ça permet de travailler la stabilité en faisant de petits mouvements. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, hein, ça dépend le sport qu'on veut. Si on ne veut pas de sport en particulier et qu'on veut juste être bien, on peut utiliser la Swiss Ball, la balle de yoga, des fois ça s'appelle un ballon de yoga, pour travailler l'équilibre, la stabilité. Il y a plein de choses, il y a plein de façons de le faire. Mais ce qu'on veut, c'est se sentir stable et suffisamment souple pour passer à la suite. L'étape 3, ensuite, ça va être la force. Et donc c'est là qu'on va commencer à potentiellement soulever des poids. Même si on veut faire du sport, c'est potentiellement recommandé de soulever des poids parce que ça permet de très progressivement renforcer des muscles pour qu'on soit en forme pour un sport. Si je prends l'exemple du tennis, ce coup-ci, j'ai besoin d'avoir de la force plus ou moins partout. J'ai besoin d'avoir de la force dans mes abdos pour servir. J'ai besoin d'avoir de la force bien évidemment dans l'épaule, dans les jambes pour pouvoir changer de direction rapidement. Et si je n'ai pas fait de sport depuis 10 ans et que d'un seul coup je vais faire du tennis ou je vais courir dans tous les sens, c'est comme aller de 0 à 130 km/h trop vite. Et le corps, il ne va pas suivre. Dans cette situation-là, je ne recommande pas d'utiliser les machines en salle de sport. Pourquoi? Parce que les machines, par définition, ça nous stabilise. On n'a rien à faire. On a juste à s'asseoir et à forcer avec le muscle que la machine vise pour faire des répétitions et se renforcer. Le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle un exercice qui n'est pas intégré ou désintégré. C'est-à-dire que ça vient isoler par définition. Et quand on isole, on entraîne le corps à être débile, si vous voulez. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui bouge les muscles, c'est le système nerveux. Et si le système nerveux, on l'entraîne à uniquement utiliser des muscles individuels, ce qui n'est pas du tout représentatif de la réalité et encore moins représentatif d'un sport, alors on est en train de rendre notre système nerveux de plus en plus débile, de le rendre moins intelligent. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se blessent après. Parce que le degré de complexité entre une machine
par exemple, et du tennis, c'est même pas comparable. Donc ce qu'on veut, c'est utiliser au moins des poids libres. C'est-à-dire c'est des poids qui sont par terre, qui sont libres, c'est-à-dire que ils sont libres d'aller où ils veulent. Et c'est à moi de les stabiliser. Et du coup, ça me force à utiliser ma flexibilité, ma stabilité, pour exprimer ma force. Ce qui est l'idéal. Et les machines, l'analogie que je donne, c'est quand on devient très fort avec des machines sans faire le reste, sans faire de mouvements qui sont plus intégrés, de poids libre, c'est comme prendre une 2 chevaux, on garde les mêmes freins, on garde les mêmes amortisseurs, on garde le même châssis, mais par contre on lui met un moteur de Ferrari. Elle va aller droit dans le mur. Elle va pas tenir. C'est le même principe quand on a des gros muscles, sans avoir la flexibilité et la stabilité pour les canaliser, les contrôler. Et le corps, il va le sentir. Donc ça, c'est étape 3, c'est commencer à renforcer. Et une fois qu'on a de la force, une fois qu'on a commencé l'étape 3, on peut aller dans l'explosivité, la puissance. La différence entre la force et la puissance, c'est que la puissance, c'est de la force qu'on exprime rapidement. Donc, un exemple. Si je soulève un poids et ça me prend 2 secondes, ok, c'est plutôt de la force. Si le même poids, je le soulève en 1 seconde, c'est beaucoup plus puissant, c'est 2 fois plus puissant. Si ce poids, je le soulève de manière explosive en 1 demi-seconde, c'est encore plus puissant. Un autre exemple, un service au tennis, c'est de l'explosivité. Un swing au golf, si c'est du drive, c'est de l'explosivité. Donc le drive, c'est quand je tape fort. C'est pas le tout petit putting. Voilà, donc très souvent, les sports nécessitent de l'explosivité. Si je fais du volley, j'ai besoin de changer de direction rapidement, comme beaucoup de sports, c'est de l'explosivité. Et ça doit s'entraîner. Donc, une fois que j'ai la souplesse pour le faire, une fois que j'ai la stabilité pour le faire, une fois que j'ai de la force, parce que si j'ai pas de force, je ne peux pas exprimer de force rapidement, de faire de l'explosivité. Une fois que j'ai les 3 étapes, je peux commencer à travailler l'explosivité sans me blesser, en y allant doucement, et il n'y a pas de raison que le corps ne tienne pas. Bien entendu, je vais parler de ça 2 minutes. Il y a plusieurs choses qui peuvent perturber la flexibilité et la stabilité du corps en dehors de notre posture quotidienne, de notre ergonomie. Et c'est des choses qu'il faut voir dès le début. Donc là, je vous ai plus ou moins présenté les étapes de 1 à 4 en prenant la perspective du sport. Donc étape 1, on commence étirement, promenade avec le nez, uniquement en respirant par le nez, et tai chi, qigong pour recharger les batteries. Étape 2, on rajoute de la stabilité. Étape 3, on rajoute du renforcement musculaire. Étape 4, explosivité. Par contre, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais c'est juste pour planter une graine. Il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer notre posture et notre flexibilité. Et ces facteurs, j'en ai parlé, je crois, dans une autre vidéo, c'est notamment l'inflammation de nos organes. Donc notre santé viscérale. Mais je sais que j'en ai parlé. Donc si par exemple, voyons voir. Si par exemple, j'ai tendance à avoir des ballonnements, j'ai le ventre lourd après les repas, j'ai tendance à avoir du reflux gastrique, j'ai tendance à être constipé, toutes ces choses-là peuvent causer ce qu'on appelle un réflexe viscérosomatique. Et ce que ça signifie, c'est que le cerveau, comme il va détecter que ses organes ont un petit peu de mal, et que du coup il y a de l'inflammation, qui dit inflammation dit ça va enfler, d'où les ballonnements, qui sont très courants. Et quand le cerveau perçoit qu'il y a des organes qui ont de l'inflammation et qui ont besoin d'enfler, le cerveau va désactiver les muscles qui sont autour de ces organes, pour que justement il y ait de la place. Si le cerveau ne faisait pas ça, les muscles resteraient contractés, et ça étoufferait les organes.
Et comme les organes sont plus importants pour notre survie que les muscles, le cerveau préfère désactiver les muscles pour permettre aux organes d'enfler. Et en fait, enfler, c'est naturel, ça permet à l'organe de guérir plus vite. En attirant plus de sang, donc ça va attirer de l'oxygène et des nutriments, et ça va permettre d'évacuer les déchets de l'organe pour qu'il puisse se réparer le plus vite possible. Donc il est absolument essentiel de faire en sorte que nos organes soient en bonne santé, donc d'avoir une bonne santé digestive, d'avoir une bonne gestion du stress, d'avoir une bonne santé hormonale, pour que nos organes ne perturbent pas la fonction musculaire. Et très souvent, ça va perturber la fonction musculaire au niveau de la flexibilité, parce que ça va faire raidir certains muscles et ça va en affaiblir d'autres, ça va les inhiber. Et ça va très très souvent compromettre notre stabilité. Un des muscles qui va finir désactivé le plus souvent quand on a des soucis digestifs, c'est le muscle abdominal transverse, qui est le muscle le plus profond des abdominaux, qui fait comme un gros câlin à nos organes et qui stabilise nos lombaires. Et celui-là, il a tendance à être désactivé très souvent. Et ça va compromettre la stabilité de nos lombaires. Et du coup, très souvent, ça mène à des douleurs dans le bas du dos, au niveau des hanches et même des fois des sciatiques. Tout ça parce que j'ai des problèmes au niveau des organes. Tout ça pour dire que ce n'est pas qu'une question de sport. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte et malheureusement, beaucoup de personnes qui veulent se remettre au sport, non seulement sont restées sédentaires pendant longtemps, mais elles respirent mal, elles sont stressées, elles ont des problèmes de digestion, elles sont fatiguées, des problèmes hormonaux, etc. Donc je voulais juste mentionner ça, histoire que vous sachiez que ce n'est pas qu'une question de mouvement, pas qu'une question de souplesse, etc. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc si vous avez du mal à vous étirer, si vous avez du mal à améliorer votre posture, si vous avez du mal à renforcer votre corps, il y a peut-être ces facteurs qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que c'était intéressant. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Parce que quand je regarde les vidéos, parce que je les regarde toutes, je les édite un petit peu avant de les mettre en ligne, il y a des fois où je parle trop lentement et ça me gêne. Et si je ne fais pas attention, ma tendance, c'est de parler trop vite. Donc j'espère que ça a été pendant cette vidéo. Donc pour récapituler, la façon la plus rapide de retourner à un niveau de performance qui nous correspond, ça n'a pas besoin d'être niveau olympique, mais on a tous besoin d'un certain niveau de performance. Que ce soit pour jouer avec nos petits-enfants, que ce soit pour profiter de la mer le week-end, ou que ce soit parce que j'ai envie de me remettre au beach volley. Peu importe, on a tous besoin d'un certain niveau de performance. La façon la plus rapide d'atteindre ce niveau de performance, en particulier si je me suis arrêté de bouger pendant longtemps, c'est de passer par la recette, j'ai oublié comment je l'ai, la recette gagnante, en 4 étapes. Parce que si je saute des étapes, je risque de me blesser. Si je me blesse, je ne peux plus faire mon activité. Et si je ne peux plus faire mon activité, je ne peux plus retrouver mes performances. Donc, la façon la plus rapide de retrouver ma performance, c'est de ne pas sauter d'étape. Étape 1, flexibilité, indispensable. Si je n'ai pas la flexibilité, je ne vais pas avoir la stabilité, je ne vais pas pouvoir exprimer de la force sans me blesser, mon cerveau va me bloquer, et je vais encore moins pouvoir exprimer de la puissance ou de l'explosivité. Donc flexibilité, ce que je recommande à certaines personnes, c'est faire les étirements uniquement dont on a besoin, donc étirer uniquement ce qui est raide, commencer par marcher en ne respirant que par le nez, et faire du tai chi ou du qigong pour recharger ses batteries et réduire le stress, et améliorer la digestion, etc. Étape 1. Étape 2, c'est rajouter de la stabilité. Donc ça va être travailler potentiellement les abdominaux profonds, potentiellement travailler l'équilibre, et travailler certains mouvements qui sont propres à notre activité en s'assurant qu'on soit stable, qu'il n'y ait pas de compensation, que le corps soit solide, stable. Étape 2. Étape 3, c'est force. On a besoin d'un certain niveau de force, quelle que soit notre activité.
Si on veut jouer avec nos enfants, on doit être capable de soulever un enfant jusque à la poitrine, sans faire de mouvements bizarres. Donc force, on veut éviter les machines parce que ça vient rendre notre système nerveux moins intelligent. Le système nerveux est ce qui contrôle les muscles, et on a besoin d'un système nerveux intelligent si on veut faire des activités sportives. Une machine en salle de sport, c'est pas intelligent du tout. Et en fait, la façon dont fonctionne le corps, c'est que si on ne lui fait pas faire des choses intelligentes, il devient de moins en moins intelligent avec le temps. Donc c'est important de maintenir l'intelligence du système nerveux, si vous voulez. Donc il y a cette période de renforcement musculaire, m'assurer que les parties du corps qui ont besoin d'être fortes pour mon activité le sont. Et dernière étape, quatrième étape, l'explosivité, qu'on appelle aussi la puissance, c'est maintenant que j'ai la force, la stabilité et la flexibilité, je rajoute de la vitesse. Et maintenant, en fait, comme j'ai tous les prérequis pour la vitesse, pour faire de la vitesse, de l'explosivité, sans me blesser, j'y vais tranquillement, j'y vais intelligemment, et j'aurai pas de soucis. Et le dernier point que je vais mentionner à nouveau, c'est que ça, c'est la partie plus sportive. Mais l'étape 1, et tout du long, mais ça commence à l'étape 1, on veut vraiment s'assurer que les organes vont bien, qu'il n'y a pas trop d'inflammation dans le système digestif et tout le reste, parce que ça vient compromettre notre stabilité, ça vient compromettre la fonction musculaire, et ça peut altérer notre posture même si on s'étire. Voilà, c'était le petit résumé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez un commentaire à faire sur comment je m'exprime, je l'accueille, vraiment. J'essaye d'améliorer mon expression pour vous, pour que ce soit plus intelligible, compréhensible et utile pour vous. Et surtout, j'ai l'habitude de m'exprimer en anglais, donc je réapprends le français en fait. Donc, merci pour votre temps, merci pour votre attention, et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.